Conscience TV présente l'interview découverte. 20 questions pour apprendre et comprendre. Aujourd'hui, Claude Berthoumieux, psychologue, formatrice et consultante. Bonjour Claude Berthoumieux, pourriez-vous en quelques mots vous présenter? En quelques mots, ça va être long pour ma longue vie de 77 ans, mais j'aime pas trop me définir par mon métier de psy, je vais quand même le dire, de psy, victimologue, formatrice, enfin bref. Mais plutôt comme une femme qui a beaucoup vécu, beaucoup voyagé, beaucoup aimé, beaucoup pris de pelle aussi, enfin je veux dire de râteau, enfin je veux dire je suis tombée quoi, et qui me suis souvent, très souvent relevée. Ce qui a fait de moi, je pense, une spécialiste de la résilience, d'une certaine manière. Voilà. Psychologue depuis plus de 40 ans, ce n'est pas votre seul outil. À quelle technique faites-vous aussi appel? Alors aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'étais rentrée dans une catégorie qui était la catégorie des pratiques cognitives, comportementalistes, etc. Parce que à la sortie de mes études, de mes diplômes, je ne savais rien faire. Parce qu'on n'était pas formé à l'époque. J'ai fait un stage toute seule en hôpital psychiatrique pour essayer de voir ce qu'était la réalité par rapport aux mots, et c'était pas si simple. Mais j'ai vécu quand même une expérience assez sympa. Pouvez-vous entrer dans le détail des outils utilisés? Alors si vous voulez, j'ai une trousse à outils parce que évidemment, je me suis formée toute ma vie. Donc, dans la trousse à outils, il y a essentiellement l'écoute active, qui me paraît la base. Il y a la PNL, je suis maître praticien PNL. Il y a quelques techniques de guérison comme le Reiki ou Ho'oponopono, dont je me sers de temps en temps, qui est la technique de guérison des guérisseurs hawaïens. Il y a de l'EMDR, bien sûr, puisque je suis victimologue, donc j'ai eu affaire à des chocs post-traumatiques. Voilà, il y a de l'analyse transactionnelle, il y a tout ce que, quelquefois le rebirthing, qui est une technique de respiration, je sais pas, c'est un grand mot pour dire renaissance, mais holotropique, c'est-à-dire une technique de respiration accélérée. J'ai la méditation, j'ai l'hypnose, en particulier l'hypnose ericksonienne. Bah, voilà, j'ai une trousse à outils qui est bien remplie. Et puis quelquefois, j'ai un truc qui me passe par la tête et à ce moment-là, je dis, tiens, je vais lui faire ça. Voilà. Je m'adapte. Ces pratiques sont-elles complémentaires et comment déterminer celle qui s'adapte le mieux à un patient? Comme les techniques maintenant on connaît les techniques par Internet, on en parle de plus en plus. La thérapie quantique, oui, je ne l'ai pas nommée, mais ça fait partie plutôt d'un état d'esprit. Euh, les gens arrivent avec, moi je veux faire ci, je veux faire ça, parce que le MDR, je veux faire de l'hypnose, je veux faire, etc. Je les écoute. Et puis, soit ils sont vraiment venus pour ça, très déterminés à expérimenter cette technique. Et si je sens que c'est bien pour eux, je vais leur faire faire, tout simplement, une série de séances, mais accompagnées aussi d'écoute sur leur histoire. Et puis ensuite, si je pense, s'ils n'arrivent avec rien de particulier, juste avec leurs problèmes, euh, eh bien, je prends la technique que je pense la plus utile au moment opportun. Je m'adapte à chaque personne, en fait. Vous intervenez auprès de particuliers, mais aussi dans le domaine professionnel. Les troubles rencontrés diffèrent-ils selon l'environnement? Oui, effectivement, j'intervenais beaucoup dans le domaine professionnel jusqu'à il y a quelques années. J'interviens encore en tant que victimologue dans les cas d'accidents, de suicide, et aussi dans les cas de licenciement où les gens
sont extrêmement perturbés. Ça, c'est mon côté victimologue. Je suis encore appelée pour ça. Ou après un accident grave sur un chantier, hein, puisque je travaille, je vais le nommer, avec Psy-France Assistance pour tout ce qui est intervention d'urgence. Euh, et ça fait longtemps que je travaille avec eux. Donc, ils méritent que je leur rende les honneurs. Voilà. Mais j'ai coutume de dire qu'en réalité, que ce soit dans le secteur professionnel, enfin le domaine professionnel ou le domaine personnel, enfin, ou privé, tout ce qui arrive arrive à la personne. Donc, tout ce qui lui arrive personnellement. Et il est clair que par moment, le trop-plein dans l'espace professionnel va déclencher des dysfonctionnements dans le domaine privé et inversement. Donc, si vous avez un deuil à faire, ou si vous avez, vous êtes en instance de divorce, ou si vous avez des enfants qui vont mal, il est clair que ça va avoir un rejaillissement. Donc, c'est pas toujours très facile de différencier les deux. Mais il y a quand même des choses qui sont spécifiques du domaine professionnel. Et entre autres, le burn-out, qui est vraiment l'état extrême de l'épuisement professionnel. Donc, je me suis beaucoup spécialisée dans le pré-burn-out et le post-burn-out surtout. Ils font plus rien du tout. Euh, Il y en a qui viennent me voir quand même en disant je suis en train d'essayer de sortir d'un burn-out ou ça va pas, mais en fait, ils sont souvent pas vraiment en burn-out. On met beaucoup le mot burn-out à toutes les sauces. Le burn-out, c'est vraiment d'origine professionnelle à cause de la pression professionnelle, que ce soit le harcèlement, les attendus, le manque de personnel, l'épuisement en général, quoi. Donc, j'ai des tests particuliers qui me permettent d'évaluer si la personne est juste en, en- en épuisement professionnel. On peut le retrouver sur mon site d'ailleurs, gratuitement. C'est cadeau. Et j'ai des tests aussi pour évaluer ce que j'appelle les stresseurs internes. Euh, les stresseurs internes qui peuvent nous amener. Alors, les stresseurs internes, c'est ce que les Anglais appellent les drivers. Excusez-moi pour mon accent. Euh, qui sont les messages contraignants en français aussi. Sois parfait, dépêche-toi, fais un effort, fais vite, fais plaisir. Ces messages-là sont, moi, ce que j'appelle des stresseurs internes. Et on peut s'évaluer sur le même petit e-book, euh, savoir si on est en pré-burnout ou si c'est simplement qu'on est sous l'influence d'un message qui nous oppresse, en fait. Quels sont les principaux maux auxquels vous êtes confrontés et peut-on les considérer comme des troubles typiques d'une société et d'une époque anxiogène? Oui, clairement, clairement. Euh, Parce que le stress, en général, est à l'origine de beaucoup de maux, et notamment, enfin, on va dire de symptômes. Ce qu'on appelle les TMS en entreprise, les troubles musculo-squelettiques, les insomnies, la perte de libido. euh, vous avez tout un tas de stress dans la pression dont je parlais tout à l'heure, avec les attendus, quelquefois le harcèlement. Et, et cette société est extrêmement anxiogène parce que on ne nous montre que le négatif des choses. Et moi, je ne regarde plus les infos depuis longtemps parce que je sentais que chaque fois, étant assez hypersensible, ça m'enfonçait. C'est comme si on me donnait des coups de marteau. Euh, Parce que c'est très rare qu'on parle de choses positives. Donc, le pouvoir des médias et leur influence sur notre morale est considérable. Quand on met le focus sur un... Bien sûr que c'est important d'être au courant, mais moi, je prends ma voiture, j'écoute ma radio et puis j'en sais tout autant, même sur une demi-heure. On met le focus sur des images fortes, puissantes, hein, le poids des mots, le choc des photos, comme on disait avant. Eh bien, on a l'impression que le monde est au bord du gouffre, que ça va exploser du jour au lendemain, qu'on va tout perdre. Donc, ça crée beaucoup de peur, peur de l'avenir, peur de manquer, peur de souffrir.
peur de mourir, bien sûr, hein, mais surtout la peur de l'avenir, parce qu'on est en train de nous faire miroiter un avenir, mais dément. Il y a de quoi avoir peur, hein, quand on écoute ça. Donc, moi, j'ai plus envie d'avoir aussi peur. Donc, je suis à la campagne, je vois personne, ou très peu, si la factrice, et puis, et je vois les gens que j'ai envie de voir quand j'en ai envie. Je suis au milieu des bois, des cerfs, des chevreuils, des biches, et tout va bien. Parce que j'ai fait exprès de m'isoler, parce que même en ville, on a une surstimulation. Et puis, on passe aussi dans les pubs du temps à stresser les gens, à leur montrer des produits, des bagnoles, tout ce que vous voudrez, qu'ils ne pourront jamais acquérir. Alors moi, j'ai une formule, c'est frustration plus acculturation, enfin, au sens large du terme, ignorance ou frustration, égale violence. Donc, si la société est de plus en plus violente, c'est pas pour rien. Les gens sont de plus agressifs parce qu'ils sont de plus en plus frustrés et qu'ils ont peur. Voilà, vous avez l'équation là. Peur, frustration égale violence et surtout l'acculturation parce qu'ils n'ont plus aucun recul. Ils avalent tout ce qu'on leur donne à manger à la télé, par exemple. Vous avez rencontré des milliers de personnes en souffrance. Pourriez-vous évoquer un exemple marquant qui a influencé votre approche thérapeutique? Évidemment, ça fait 55 ans que je travaille, donc des exemples marquants, j'en ai des tonnes, mais je vais partir plutôt de ceux depuis 1 an, je suis confrontée à une réalité qui est d'ailleurs extrêmement à la mode, et c'est dommage qu'elle n'ait pas été avant à la mode, c'est les abus sexuels. Et il se trouve que en ce moment, j'ai en même temps une jeune femme une jeune femme de 39 ans, qui a été abusée dans son enfance, mais maltraitée, mis au placard, violentée par les parents et les deux, par la famille, enfin bref, soumise au chantage, soumise à des choses qui sont extrêmement terribles. Et en parallèle, j'ai dans ma clientèle un homme qui a lui-même été abusé quand il était jeune et euh, qui a pris conscience que sa colère et tout ça euh, avait, avait fait que plus tard il avait reproduit ça sur sa fille et qui est dans un état de remords et de souffrance terrible. Même des années de prison auraient du mal à éliminer, il vaut mieux le laisser travailler en thérapie. Il est d'ailleurs, il est allé se dénoncer, lui, et il est d'ailleurs sur un chemin de véritable rédemption, parce que, mais le remords est tel qu'il est obligé de sortir par le haut, quoi, par la spiritualité, entre autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cas, euh, les deux, que ce soit le bourreau ou la victime, on va dire, euh, souffrent de la même chose, culpabilité, remords, honte. C'est étonnant, c'est comme si ça avait fusionné. Alors ça m'a fait changer de vision un peu sur ma pratique. C'est pour ça que en ce moment je change beaucoup aussi. De toute façon, le changement ne s'arrête jamais, hein. Ça m'a fait prendre conscience que de chercher les pourquoi, les comment dans l'enfance, c'est très important. Ça, c'est le côté psy, mais que on peut pas passer sa vie à s'en sortir avec uniquement l'analyse psychologique. On peut pas. Euh, c'est comme un peu si on essayait de recycler l'eau d'un bocal, mais on tourne en rond dans le bocal. Moi, aujourd'hui, je propose aux gens de sortir par le haut, c'est-à-dire de sortir du bocal. Et c'est pour ça que je pense que la seule manière de s'en sortir, c'est de chercher soit le pardon, pardonner à l'autre, se pardonner à soi-même, ce qui est difficile aussi, pour sortir par le haut, par ce que j'appelle la voie de la lumière. C'est un peu, je ne sais pas si j'ai le temps, mais c'est un peu l'histoire des 12 travaux d'Hercule. Je ne sais pas si vous connaissez.
qui avait été analysée par Alice Bailey, et qui, avec l'astrologie aussi en parallèle, et qui raconte que Hercule doit se confronter dans le marais de Lerme à une situation terrible face à l'hydre à 9 têtes. Mais ça, tout le monde connaît l'hydre à 9 têtes. C'est si tu coupes, son instructeur lui dit, si tu coupes une tête, 9 autres repousseront. Et il lui dit bien tout ça, il lui explique, et il lui dit, c'est en t'abaissant que et en l'élevant vers la lumière que tu vaincras. Et j'ai trouvé ça fascinant parce que, bon, évidemment, Hercule se retrouve face à l'hydre, la trouille totale au ventre. Il sort son épée, essaye de lui couper les têtes. Il s'aperçoit qu'effectivement, elle repousse. Donc, c'est pas la peine d'essayer de couper d'un côté, ça va ressortir de l'autre. Ce qui arrive quelquefois en hypnose, on supprime des symptômes en hypnose, mais ils ressortent sous une autre manière. Notamment, ça peut être un cancer ou ça peut être une grosse maladie. Et donc, Hercule, tout d'un coup, se souvient de ce que son instructeur lui a dit. Et à ce moment-là, il voit en haut de la caverne la lumière. Il y a un trou. Et il s'aperçoit que c'est en s'abaissant sous l'hydre, en s'abaissant, en s'inclinant, ce qui stupéfait l'hydre 2 minutes, et il la soulève vers la lumière, et là, elle se disloque, elle disparaît. C'est-à-dire qu'il a arrêté de se battre contre. C'est ça qui est en train de changer dans ma pratique. C'est que les gens arrivent avec, je voudrais supprimer ma colère, je voudrais me battre contre ça, je voudrais supprimer tout ce qui me dérange, y compris quelquefois l'autre. J'ai quand même entendu une femme aujourd'hui me dire, mes enfants m'ennuient tellement que s'ils mouraient, ça ne me ferait rien. Et évidemment, ça, c'est choquant. Mais quand les gens souffrent trop, ils en arrivent à des extrémités pas possibles. Et donc, si je lui montre pas un chemin différent pour accéder à sa lumière, je vois pas trop comment je vais rien changer à sa réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. C'est l'idée qu'on s'en fait qui doit changer. Vous parlez notamment de l'art de se rendre malade lorsque quelque chose dans notre vie devient dissonant ou en désaccord à nos valeurs profondes. Pouvez-vous préciser ce constat? Oui, parce que quand le cœur, l'esprit, peut-être l'âme aussi, moi je fais plusieurs niveaux, ne sont pas alignés, c'est qui paye? C'est le corps. Et quelquefois, il paye cher. Moi, j'en sais quelque chose pour l'avoir vécu. J'ai eu des accidents de voiture dans ma jeunesse, j'étais très kamikaze. Ayant perdu ma mère jeune, à 6 ans, j'étais extrêmement kamikaze et je prenais des risques tout le temps. Quelque part, je cherchais à me confronter à la mort. Conclusion aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'étais très cohérente à l'époque, hein. J'étais très alignée sur ma détermination et j'avais pas conscience de ce que je faisais. Conclusion, aujourd'hui, je souffre de partout. Physiquement, je me suis continué une vie de souffrance physique. Quand j'étais petite, dès l'âge de 9 ans, enfin dès l'âge de 8 ans, après la mort de ma mère, je ne marchais plus. Et puis ça s'est trimballé toute ma vie. Et puis il y a 10 ans, je ne marchais plus du tout. Bon, maintenant je remarche. Victoire, tout est possible. C'est ça qui me fait, et quand je dis je suis championne de la résilience, que je me suis relevée de toutes mes chutes. Et comme disait je ne sais pas qui, parce que j'oublie les prénoms en ce moment, ou les noms, l'important, c'est pas de chuter, on va toujours chuter, mais c'est de savoir se relever. Et les gens, comme ils sont dans une culture de bonheur à tout prix, ils croient, eux, que ça pourrait être comme ça. Mais une vie comme ça, c'est une mer calme, et au bout d'un moment, c'est pas marrant. Et la mer, elle est belle aussi quand elle est avec ses vagues. Et il peut pas y avoir de crête, de vagues, de grand bonheur s'il n'y a pas quelquefois des creux. Ça fait partie du mouvement naturel de la vie, quoi. Selon vous, il est impossible de dissocier la notion de bonne santé avec un équilibre psychique et émotionnel? Absolument. Je pense que moi, je travaille encore sur moi pour ça, pour
parce que je me suis quand même farci des maladies graves à cause de mes colères, parce que je ne suis pas exempte, pas parce qu'on est psy ou tout ce qu'on voudra qu'on n'est pas en colère ou triste ou qu'on n'a pas peur, simplement on apprend à mieux le gérer. Et donc, moi, je travaille encore sur moi parce que tout ça, toute ma vie, ben, ça m'a mes négligences aussi par rapport à mon corps, ou mes désalignements, parce que je n'avais pas encore trouvé. C'est pas une histoire de faute, hein, c'est pas une histoire d'avoir bien ou mal fait. C'est une histoire qu'on paye et puis qu'il faut rectifier. Donc il y a l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est le résultat de désalignement. Mais l'important, c'est d'abord d'en avoir conscience et ensuite on rectifie le tir. Vous parlez de renaître à la vie après une épreuve. Quels sont selon vous les éléments clés permettant à une personne de se relever et de redonner un sens à sa vie? J'avais fait à un moment donné un travail sur arrêter de souffrir inutilement. Euh, et le mot arrêter, c'est un anagramme. Et d'abord, pour retrouver un sens à sa vie, il faut savoir que chaque épreuve est un enseignement. Et donc, il faut savoir que d'abord, il faut le vouloir, retrouver un sens à sa vie, le désirer, parce que s'il n'y a pas de désir, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que tant que les parents disent à celui qui a vécu un stress, va voir un psy, bah, ils peuvent se faire balader ou rejeter tant que la personne n'est pas prête. Arrêter, ça veut dire accepter notre état tel qu'il est aujourd'hui et accepter que les choses ne seront plus après comme elles seront avant. Moi, j'ai l'habitude de dire elles seront beaucoup mieux. R comme respirer. Respirer pour faire recirculer l'ensemble des énergies dans le corps et y compris remettre le système vagal, vagosympathique, enfin tout le système parasympathique et neurovégétatif en route pour réguler les hormones, etc. Bon, parce que tout ça, c'est des trucs, des coups d'adrénaline, hein, c'est aussi qu'on se prend. Donc, respirer. Il y avait aussi dans Arrêter, il y a 2 heures, hein, ça, il y en a un qui me manque là. Il y a rire, oui, ça c'est très important de rire. Et se ressourcer, aller chercher une ressource dans, dans nos... Parce que dans la vie, il n'y a pas eu que des horreurs. Donc, aller chercher des moments où on a triomphé, de moments où on allait très mal. Là, c'est très important à ce moment-là de s'en souvenir. Et eux, c'est explorer aussi. Explorer parce que derrière les émotions que nous ressentons, il y a souvent, je dis, il y a une émotion qui en cache une autre, là, comme l'histoire du train. Euh, il y a souvent une émotion qui se cache, souvent derrière la colère contre celui qui nous a, par exemple, agressé ou contre Dieu. Il faut toujours trouver un responsable. Il y a contre ceux qui nous aiment pas en général. Dessous, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, et souvent dessous, il y a des peurs. La colère n'est que la partie apparente de l'iceberg, ou la tristesse, ça peut s'inverser aussi. Dessous, il y a de la colère, mais au fond, il y a toujours des peurs. Donc, c'est très important d'aller explorer nos peurs, d'aller les chercher. Et nos peurs essentielles, nos peurs primales, nos peurs primitives. Là, pour le coup, faire du reverse, respirer, nettoyer, parce que le reverse, par exemple, la rebirthing, permet de beaucoup nettoyer le corps, il réoxygène l'ensemble du corps, etc. Il y a la méditation aussi qui peut aider. Donc, arrêter, j'ai dû... Ah oui, il y avait aussi le thé de ce que j'appelle théâtraliser, euh, parce que je dis aux gens, vous avez le droit de vous plaindre. Là, vous avez le droit de dire ça va pas. Vous avez le droit d'appeler au secours. Vous avez le droit de dire aidez-moi. Mais ça, non, il y en a, c'est pas possible. Ils peuvent pas. Parce que, attends, moi, je suis pas comme ça d'habitude. Bah oui, mais t'es pas comme ça d'habitude, mais là, aujourd'hui, tu es comme ça parce que tu t'es pris un coup sur la tête. Voilà.
Donc voilà, vous voyez, bon, j'ai une petite vidéo où j'explique comment arrêter et le E de la fin, enfin, le arrêter, non, c'est un R à la fin. Le E, c'est tirer l'enseignement de ce qui nous arrive. Comment ça se fait que je me suis retrouvée dans cette situation? Voilà. Et quelquefois, ça touche quelque chose de très important, c'est la croyance que j'ai moi, mais beaucoup de gens l'ont aussi, donc partage maintenant. C'est que nous sommes souvent créateurs et responsables des situations que nous attirons. Voilà. Et que à partir de là, ça peut plus jamais être de la faute des autres. Donc la question, c'est qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour que ça change? Avez-vous le sentiment que les souffrances psychologiques et physiologiques deviennent plus présentes dans notre société et concernent par ailleurs tous les âges? Ouais, mais c'est-à-dire ce que je pense, c'est que l'être humain évolue en permanence. Si on est parti du singe ou du poisson, peu importe, pas le problème. Et ça veut dire qu'on a évolué, hein, on s'est redressé. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est le moment de verticalité qu'on est obligé de reprendre. D'ailleurs, quand on se met comme ça, déjà on respire mieux et voilà. Bon. Donc, l'être humain évolue sans arrêt. Les enfants naissent avec des capacités que moi, à mon âge, enfin dans ma génération, nous n'avions pas. Bon, moi si, je les avais, mais bon, je les avais parce que j'ai été un peu pionnière quand même, il faut le dire, dans ma vie. Je, me- je me fais du bonheur là, hein, d'accord? Voilà. Mais non, les enfants naissent quand même avec des choses qui nous obligent à mettre des mots dessus. Ils sont, et l'éducation nationale ne sait pas s'adapter à ça. Ne sait pas s'adapter à cette hyperactivité. Ils essayent, mais ils ont du mal. Réduction de moyens, réduction de personnel. Et puis, de toute façon, les professeurs des écoles, dès l'enfance, ne sont pas formés à ça. Donc, maintenant, on commence à peine à se dire, ah oui, les autistes, c'est intéressant. C'est pas si mal que ça d'être autiste, après tout. Bon, l'autisme, ok. Mais le reste, l'hyperactivité, ben, ça dérange tout le monde. Les HPI au potentiel intellectuel ou HPE émotionnel, on en entend parler parce qu'il y a un truc maintenant à la télé, mais euh, moi, ça m'a fait du bien, personnellement, à mon âge, de me rendre compte que, ah oui, c'est pour ça que j'ai souffert un peu quand j'étais jeune à l'école, parce que j'étais un peu HPI. Enfin, à l'époque, on nous appelait surdoués. Donc, ils m'ont fait sauter des classes, ce qui n'est pas une très très bonne idée d'ailleurs, je le dis au passage, parce qu'après, on a du mal à suivre. Et puis, comme en plus on s'ennuie, parce qu'on a déjà les réponses, comme vous savez, quand on est dans des classes avec différents niveaux, on s'ennuie, on a déjà les réponses. Bon, bref, il faut les enfants qui sont comme ça, il faut les stimuler, il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire, hein. Il faut les entraîner, voilà. Et en fait, il y a ça pour les enfants. Je me dis, j'ai des maîtresses hein, d'école, là, les maîtresses, les professeurs des écoles, pardon, et elles souffrent beaucoup parce qu'elles disent on n'a pas les moyens ni le temps de s'occuper de. Idem pour les personnes âgées. Elles s'entendent pas. Et moi, j'accompagne en ce moment en analyse de pratiques professionnelles des femmes en EHPAD, surtout des femmes aides-soignantes et ASH. Elles souffrent beaucoup parce que d'abord elles tombent comme des mouches en termes de burn-out les unes après les autres, elles sont épuisées, il n'y a pas assez de personnel, mais quand on doit s'occuper de 12 personnes dans la matinée, 12 personnes pour les laver, c'est beaucoup, ça laisse pas beaucoup de temps à chacune. Donc il y a un vrai problème. Et puis quand bah, pardon, je tutoie tout d'un coup, façon de parler, quand tu vois que on fait payer 4 000 € par mois, moi je me dis, mais moi je ne pourrais jamais être en maison de retraite. Donc, euh, peut- et puis de toute façon, ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Donc c'est très mal. C'est évidemment quand on a perdu l'esprit, le problème n'existe plus. D'ailleurs, je pense que c'est l'intérêt d'avoir une sénilité. Allez,
précoce, au moins on sait plus ce qu'on dit, on sait plus ce qu'on fait, et on a oublié que tous nos parents étaient morts, tous nos amis étaient morts. C'est ce qui est arrivé à ma grand-mère, et elle était parfaitement heureuse. Donc, vous savez, l'important, c'est la présence. Et les aides-soignantes le savent parfaitement. C'est pour ça qu'elles sont épuisées. Elles doivent beaucoup agir et être dans la présence, une vraie présence. Et ça, quand elles peuvent pas l'avoir, elles sont malheureuses. Voilà. Et parce que voilà, elles pensent qu'elles le doivent à leurs résidents. Vous êtes à l'origine de plusieurs ouvrages. Écrire est pour vous un besoin de partager des expériences et apporter des solutions efficaces au plus grand nombre? Ouais, je suis convaincue que c'est bien de témoigner. Mais là, aujourd'hui, je suis de plus en plus convaincue que rien ne vaut un accompagnement et un engagement. Un engagement pour passer à l'action. Parce que les gens maintenant, ils sont gavés, euh, au vrai sens du terme, comme des oies d'informations, etc. Puis avec Internet, c'est encore pire. L'intelligence artificielle répond aussi à chacune de nos demandes, mais ça ne résout pas le problème. Moi, j'ai des clients qui arrivent chez moi, ils savent mieux que moi ce qu'ils ont, comme chez les médecins d'ailleurs. Mais j'ai dit à quoi ça sert de mettre des étiquettes? L'important, c'est d'aller vers l'état désiré que vous souhaitez. C'est pas de dire ah ouais, il paraît que je suis mégalo, mytho, hypochondriaque ou bipolaire. Ah oui, la bipolarité, voilà, par exemple. On s'en fout. Mais là, de ce côté-là, je suis un peu psy atypique aussi, parce que ça me fatigue les termes psy. Je pense qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes partout, quoi. Donc, je pense que c'est important qu'ils lisent, oui, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir aussi de résumer tout ce que je sais, mais l'important, c'est qu'ils s'engagent véritablement dans une opération transformation. Vous êtes psychologue, écrivain, coach en ligne et lancez dès ce mois sur Internet l'aventure initiatique Le Voyage du Héros. De quoi s'agit-il? Ça tombe bien parce que ça va avec quand je parle d'engagement, c'est c'est un accompagnement initiatique plus qu'une formation, mais qui va être profondément transformatrice dans le sens où je pense que c'est un voyage qui s'oriente autour du Tao, le yin-yang, que tout le monde connaît, je pense, enfin, vous savez, le blanc et le noir, là, le yin-yang, comme table d'orientation. J'ai fait un petit jeu de mots, le Tao, table d'orientation. Et en fait, ça part de la notion de cycle, que tout est cycle. Donc, on va faire un voyage, il y a une carte, comme une carte d'aventure, et on part en général de là où il y a un problème, c'est-à-dire le début de la nuit pour les personnes quand elles sont perdues à un carrefour de leur vie et qu'elles en ont marre du boulot qu'elles font, qu'elles en ont marre de, du mari ou du conjoint, de la conjointe qu'ils ont, la femme qu'ils ont, quand ils en ont marre de vivre une vie qui ne leur correspond plus et qui cherchent le sens. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en me présentant, c'est que je suis quelqu'un qui est en quête de sens depuis toujours. Et je pense que je suis venue sur cette terre pour accomplir une mission. Mais ça, c'est ce que je crois, pour moi. Maintenant, le sens ça peut être tout simplement de bien élever ses enfants, de faire des enfants, de bien les élever, de les aider, etc. Et le sens aussi, ça peut être d'être aligné sur nos valeurs les plus élevées, les plus nobles. C'est pour ça que je dis aux gens, venez, si vous êtes perdu, je vais vous aider à clarifier d'une part vers où vous avez, qu'est-ce qui ne va pas, vers où vous avez envie d'aller. Et ensuite, sachez que je vais vous proposer des outils que vous ne connaissez pas, des outils de connaissance de soi déjà, parce que je prépare d'abord le voyageur, qui est le voyageur, etc., etc. Et cetera. Et puis après, ben, on rentre dans le cycle de la partie noire du yang, qui est ce que j'appelle dans la carte. C'est comme une carte avec le puits du renoncement, le lac du tout lâché, les chutes de la mort à soi. Enfin bon, j'ai inventé des mots qui désignent. Et puis après, il y a la phase du traversée du gouffre de la peur, parce que quand on est dans le noir, on a peur. Et là, je les accompagne. On se fait inspirer de notre héros intérieur
parce que nous avons soit des mentors, des références, etc. Et nous allons, avec ça, aller vers le plan de l'amour, c'est-à-dire la réconciliation avec soi-même, pour engendrer un nouveau projet, atteindre un objectif avec tous ces éclairages différents. Parce qu'en réalité, on peut atteindre des objectifs de mille manières différentes, euh, mais il y a même des conditions précises pour ça. Mais l'important, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser dans ma vie. Et c'est pour ça que c'est plus un accompagnement initiatique, parce que je leur fais vivre une véritable initiation. Bon, ils ont droit à plein de PowerPoint ou des films. Puis mon accompagnement aussi, quand même, 2 fois par mois, plus peut-être bientôt, quand ils seront assez nombreux, parce que là, ça commence, des petits groupes, qui puissent se rencontrer, échanger, accès à un groupe Facebook, enfin, bref, c'est un accompagnement sur 6 mois. Et ça, je lance ça en ce moment. Vous abordez par ailleurs dans le cadre de vidéos des thématiques importantes. Quels sont les sujets abordés et objectifs de ces différentes vidéos? L'objectif, c'est pareil, ce sont souvent des vidéos, des webinaires que j'ai fait sur le burn-out. Suis-je menacée par le burn-out? C'est pas inintéressant de parler de ça. Comment réagir après les attentats, quand il y a en novembre, le fameux attentat du Bataclan et de Charlie Hebdo, qui ont traumatisé tout le monde. Cette peur qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Comment réagir face à tout ça? Le Covid, par exemple, j'ai fait des vidéos pour expliquer un certain nombre de choses et comment on pourrait saisir, par exemple, l'opportunité et même des ateliers de ces peurs endémiques qui nous paralysent, pour saisir l'opportunité de changer. Donc ça sert à ça. J'ai tenté, je dialogue avec vous pour essayer d'avoir des réactions, mais comme les gens surfent sur les choses, ils vont très vite, ils écoutent 3 minutes et puis hop. Moi, je suis pas une grande spécialiste des vidéos, donc c'est souvent les webinaires que j'ai fait, faire face à une personne agressive, par exemple, parce que j'ai eu à faire ça dans le cadre des victimes d'agression en entreprise, puisque j'avais affaire qu'à ça, des personnes qui se faisaient agresser par le public, qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, agressif parce qu'il a peur. C'est la faute à personne, comme dirait l'autre. Évoquons désormais l'art-thérapie associée à l'image du clown. Est-ce un moyen de dissocier la gravité de certaines situations et apporter par le rire une forme de détachement? Alors, et c'est pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le yoga du rire qui existe à côté et qui est très, très utile et très intéressant. Le clown, c'est plutôt se montrer tel qu'on est. C'est mieux se connaître, c'est oser être soi. Ombre et lumière, je suis toujours axée autour du Tao. Ombre et lumière, c'est un peu le clown, la partie d'ombre, vous savez, dans la partie la plus claire du Tao, il y a un petit point noir et dans la partie la plus sombre, il y a un point clair. Ça veut dire que quand on est au maximum de jour, on est déjà au début de la nuit, et inversement, maximum de nuit, on est déjà au début du jour. Ce qui donne beaucoup d'espoir sur la notion de cycle. Et que accepter de changer, c'est important, parce que sinon, on va rester coincé quelque part. Et le clown, c'est oser se montrer sous tous ses angles. Et je dis, c'est faire une démonstration en public, en pleine lumière, de qui je suis, tout. La naïve, la gentille, la folle, la terrifiante, le leader, la créative, la timide. J'ai tout en moi. Avec le clown, c'est pour ça que c'est le côté universel du clown, c'est que je peux dire, je porte en moi tous les défauts de l'humanité. Et si vous regardez bien, bah, qu'est-ce qui fait rire? C'est quand on tombe. Qu'est-ce qui nous fait rire? C'est quand quelqu'un de très rigide tombe ou fait une erreur. Et nous essayons de garder le masque tout le temps. Le rôle du DRH, le rôle du directeur, le rôle de...
Bon, euh, le rôle de la psy, par exemple. Et si je mets mon nez de clown, tout d'un coup, ce petit masque de rien du tout, tiens, c'est drôle parce que je l'ai sur mon bureau là, ce petit masque de rien du tout euh, va me délivrer de tous les autres masques. Et ça, c'est fondamental parce que c'est oser être soi, en même temps apprendre l'hyper distance parce que j'ai conscience de qui je suis au moment où je le fais. Donc, l'acteur clown sait ce qu'il est en train de faire et de se montrer avec sa fragilité. Ça nous oblige à accepter que nous sommes vulnérables, que nous sommes des êtres à la fois tout-puissants, qui veulent être tout-puissants et en même temps qui sont hyper fragiles. Et ce qui nous fait rire, c'est la bêtise du clown, c'est la fragilité du clown, c'est sa bonne volonté. Et je dis, en fait, le clown, par sa démonstration, nous démonstre, nous délivre de tous les monstres. C'est un petit jeu de mots, mais il nous délivre de tous les monstres, c'est-à-dire tous les monstres qui sont en moi, je peux les faire sortir en clown. Alors effectivement, ça permet de faire le vide, de faire nettoyer. Et on peut se montrer aussi sur le rôle de la diva. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai trouvé mon clown la première fois. Vous avez créé le personnage de Dame Clochette. Il s'agit d'un défi osé, mais n'est-ce pas le moyen de laisser place à votre personnalité innée? C'est ça. C'est que Dame Clochette, euh, comme je disais tout à l'heure, elle a une qualité fondamentale. D'abord, c'est mon allié, c'est mon alter ego. C'est celle qui m'a appris à être plus naturelle, plus spontanée. Parce que quand je m'identifiais à mon rôle de clown, la première vidéo que j'ai fait sur moi pour dire, en psy, pour dire c'est très important de prendre soin de soi après une agression, c'est fondamental, il faut en parler, etc. C'était l'horreur, alors que j'avais l'habitude d'être sur scène et de parler de faire des conférences devant 500 personnes. Et donc, j'étais raide comme un piquet, comme ça. J'ai dit, bon, alors maintenant, on dit, bon. Et je me suis dit, oh là, il va falloir que tu réunisses Claude et Madame Clochette. Il faut que tu réunisses la psy et la spontanéité, le naturel de Clochette, sa naïveté aussi, qui quelquefois n'affirme pas les choses, mais se pose des questions. Et j'aime beaucoup Clochette, j'ai un amour fou pour mon clown, parce qu'elle m'a sauvé de milliers de situations, vraiment. Et elle m'a fait remonter dans l'estime de moi quand je l'avais pas. Elle m'a secoué les puces quand j'étais au fond du trou. Si je branche mon cône et que je branche mon nez quand ça va pas, je peux pas continuer à me prendre au sérieux, quoi. C'est pas possible. À quelles occasions êtes-vous amené à enfiler votre costume de Dame Clochette? Et quelles sont les réactions de votre public? Alors, le costume de Madame Clochette, je l'enfile dans plusieurs. Il y a d'abord quand j'anime des stages de clown, quelquefois, donc pour adultes, hein, je précise, c'est pas pour enfants, c'est pas un jeu, c'est vraiment une thérapie. J'ai un client qui m'a dit d'ailleurs l'autre jour, waouh, j'ai l'impression d'avoir gagné 50 thérapies. Et c'est vrai, ça va très vite et c'est très puissant. Donc, quand je lancerai un stage de clown, je viendrai vous en parler si vous voulez plus avant. Euh, Là, je l'enfile parce que quelquefois, je vais aider les gens, non pas en leur disant fais ci, fais ça, j'y vais en étant en situation avec eux. Je l'ai enfilé aussi quand j'ai fait quelques spectacles, mais pas beaucoup parce que je les aidais plutôt à monter des spectacles. J'en ai moi fait personnellement très peu, 4-5, dont un à Mimos, à Périgueux, gratuit, dans le festival Mimos. Sinon, je l'ai fait souvent au cours de clown analyse dans des grandes sociétés ou que ce soit des banques ou des caisses d'épargne, ou même à l'époque à la NPE. C'était la NPE à l'époque, c'était pas Pôle emploi encore. Ou pour le rôle de la secrétaire dans l'administration, enfin bon, des thématiques comme ça, sur l'âge, sur le vieillissement des cadres dans l'entreprise. Et là, j'y allais en co-analyste, c'est-à-dire que je passe ma vie à écouter, enfin, j'écoute tout ce qu'ils disent, j'ai des idées de situation,
Et puis tout d'un coup, tout d'un coup une demi-heure pour mettre au point mon petit micro-spectacle d'improvisation pour résumer en une demi-heure, trois quarts d'heure, tout ce qui a été dit dans la journée. Alors ça, c'est très sportif, mais c'est très amusant à faire. Et souvent, on le fait à deux, ce qui est encore plus fou parce qu'il faut qu'on improvise aussi à deux, donc il faut bien se connaître. Voilà, j'ai monté pas mal de spectacles comme ça qu'on a tourné un peu, mais localement. Le but, c'était que mes clowns, mes petits élèves se confrontent à un vrai public. Croyez-vous que la communication par le rire est une excellente thérapie et peut aider une personne à retrouver confiance en soi et joie de vivre? Ah ben absolument, absolument, parce que le clown nous fait travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance en l'autre aussi, en partenariat, oser se montrer quand même, une fois que vous avez fait du clown, vous n'avez plus peur du ridicule. Et ça vous libère d'un poids énorme. Beaucoup de gens, beaucoup de managers viennent pour mieux prendre la parole en public, pour augmenter leur charisme, parce que le clown, lui, c'est un être charismatique. C'est un être qui se montre vraiment et qui va se la jouer main à mort s'il le faut. Et c'est un être qui n'a plus peur de rien, il n'a même pas peur de tomber, il n'a même pas peur de se tromper dans une interview ou oui, il n'a pas peur de se tromper, quoi. Il est content d'être lui. Donc, imaginez que vous êtes content d'être vous tout le temps. Hein, moi, j'aimerais. Et même c'est pour ça que je dis par moment, quand je perds mon clown, je vais la rechercher. Parce que c'est mon allié. Et mais c'est fondamental et ça aide les gens vraiment à aller beaucoup mieux. Moi, j'ai vu des personnes extrêmement rigides qui n'auraient jamais imaginé qu'elles pourraient se délier à ce point-là en clown, parce que j'ai animé le clown en entreprise pendant des années. Et aussi pour les jeunes dirigeants, le CJD, dans toute la France, le club des jeunes, le centre des jeunes dirigeants, pendant des années, dans les années 80-90, j'ai fait toutes les régions et je me souviens d'un dirigeant qui est sorti de scène en pleurant. On me disait, parce que quelquefois, on ne fait pas que rire dans le clown, on pleure un petit peu parce qu'on bloque sur des trucs, mais c'est l'ego qui pleure. Une fois qu'on a fait sauter l'ego, ça va. Et il est sorti de scène, il me dit, waouh, je passe ma vie à dire aux gens de s'écouter et je m'aperçois que je ne sais pas le faire. Donc ça a été une révélation que même un an de thérapie, j'aurais pu lutter contre le thérapeute. Là, avec le clown, on ne peut pas tricher. C'est ça qui est génial. On ne peut pas tricher. Parce que si on triche, on fait rire personne. Et le clown, il montre tout le tragicomique de la vie. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une vie que j'estime. J'aurais été une grande tragédienne, je pense, si j'avais suivi la voie du théâtre que je voulais prendre au départ. Mais finalement, je préfère être clown. euh, Parce que j'ai un clown tragicomique. J'ai un clown qui, quelquefois, fait pleurer. Il ne fait pas que faire rire. Il faut toucher les gens. C'est ça l'important. Vous semblez animé par une énergie débordante et cet évident besoin de partage, d'échange. Êtes-vous une optimiste invétérée qui croit obstinément dans le genre humain? Décidément, oui. Je suis une optimiste parce que un jour, vous allez me prendre pour une barge, mais un jour, j'ai reçu un message, mais alors profond, qui est arrivé. Quoi qu'il arrive, fais confiance en l'homme. L'homme au sens large, hein, le terme générique qui embrasse la femme. Enfin, je veux dire, Et en fait, oui, je crois qu'en ce moment, il y a une puissance qui est en train de se réveiller. Il y a quelque chose qui monte. Les gens jusqu'ici, on a été un petit peu dans l'enfance de l'humanité, peut-être même l'adolescence, parce que on n'arrête pas de se battre, alors on est forcément dans un combat. Et c'est aussi un combat de renaissance. Et je pense que euh, ça pousse, la conscience est en train d'évoluer pour moi depuis les années 70, les années où je vais créer mon centre d'ailleurs à la fin des années 70, le CEDRE, le Centre de développement du potentiel humain, le premier en France quand même. Enfin, je suis contente. Euh, Parce que ça n'existait pas et parce qu'il fallait faire arriver tout ça. C'était aussi l'époque
un peu de la naissance du New Age, euh, tout ça, et je pense qu'on peut faire confiance dans l'évolution de la conscience. D'ailleurs, le sens de ma vie, le sens du travail que je fais, l'accompagnement que je lance sur le net, tout ce que je fais aujourd'hui font que je suis en train de passer de la psy à coach de l'être ou de l'âme, parce que je pense qu'il faut passer les gens par le haut, hein, avec humilité. Le clown nous enseigne l'humilité. Et en même temps, avec le clown, je ne l'ai pas dit, mais c'est un combat contre la non-violence. Enfin, un combat, c'est une acquisition de la non-violence. Et moi, je suis en ce moment, pour arrêter de me battre, justement dans cette optique que c'est pas en faisant la même chose que les autres que ça va marcher. Donc, il faut élever les consciences. C'est en train de monter partout. J'ai affaire à des milliers de personnes comme ça à travers Internet, etc. On le voit bien, il y a de tout, hein, il y a à boire et à manger, mais il y a quand même un changement de conscience qui est en train de s'ouvrir. Et vous savez ce que veut dire Apocalypse? Ce qui était caché se révèle en grec. Et voilà. Et alors, ce qui était caché se révèle, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se révéler. Quand on dit retrouver notre souveraineté, c'est ça. Retrouver notre puissance intérieure, c'est ça, c'est se révéler. Et donc, je fais confiance en l'humain parce que les gens ne sont pas complètement idiots. Ils en ont marre d'être comme ça. Donc, ceux qui veulent bien obéir, continuer à obéir et à rester sous le capot, ben, ils resteront sous le capot. Euh, je les accueille quand ils veulent. Mais ceux qui veulent changer et qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va plus là dans le royaume, il faut qu'ils aillent vraiment se remettre en question et avancer, quoi. Et moi, j'y crois à ce changement de conscience. Et j'y crois parce que je crois à la théorie du centième singe. Et la théorie du centième singe, je ne sais pas si vous la connaissez, je conseille aux gens d'aller la voir, c'est si un seul individu dans une espèce, l'espèce humaine par exemple, et là c'était l'espèce des singes, change, c'est une expérience qui a été menée dans les années 50. Si un seul change de comportement, il va d'abord l'apprendre aux autres, ça, c'est la contamination immédiate, mais au bout d'un temps, quand une masse critique de gens auront appris à réagir d'une manière différente, par exemple proactive au lieu d'être juste réactif comme un animal, ce jour-là, du jour au lendemain, l'ensemble de l'humanité aura atteint la conscience nouvelle. Alors évidemment, ça prendra les chemins que ça doit prendre pour arriver dans chaque conscience individuelle, mais je crois en l'humain parce que je pense que on est en train de monter en puissance. Et il faut surtout pas se décourager parce que nous avons le pouvoir de changer ce monde et dans le bon sens. Nous avons le pouvoir de créer notre futur, autant au niveau individuel qu'au niveau mondial. Et c'est pour ça que je travaille aussi dans ce sens, pour contribuer à ce changement de manière consciente. Pour conclure, quelques informations pratiques pour entrer en relation avec vous et bénéficier de vos services? Alors, par exemple, s'ils veulent faire je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais les challenges individuels sur 5 jours offerts, 1 heure par jour, pour le voyage du héros, ils peuvent me contacter, et je dis bien c'est offert, c'est gratuit, hein, c'est pour mieux se connaître, pour que je puisse leur présenter aussi ma proposition. Donc les gens peuvent me contacter sur info@d-stress-psy.com, donc ça c'est mon site, sur mon portable aussi, mais par SMS d'abord, s'ils ont mon portable, parce que je ne réponds plus. Je suis tellement sollicitée par les démarcheurs, je ne réponds plus. Donc par SMS à mon numéro de téléphone que 06 07 59 68 54, mais je pense que vous le donnerez. Ils peuvent aussi aller voir ma page profil sur Facebook. Mon profil perso, Facebook, c'est claude.berthoumieux.5. Je sais pas pourquoi 5, parce que j'en ai pas trouvé 4 autres. Ils peuvent m'écrire en MP sur Messenger, bien sûr. Ils peuvent rejoindre un de mes groupes Chemin de Lumière sur Facebook, mais s'ils vont sur ma page perso, ils verront comment ils peuvent aller. Le groupe s'appelle, le dernier que j'ai ouvert s'appelle Chemin au pluriel de Lumière, parce que chacun son chemin. Ils peuvent aussi aller visiter mon site, là je l'ai dit,
pour en savoir plus sur moi, tout simplement. Et à l'intérieur même du site, il y a un blog qui s'appelle Réussir sa vie où il y a quelques articles. Enfin bon, c'est pas le site que j'ai le plus nourri les derniers temps. Voilà. Bien évidemment, bah, je leur donnerai les prix à eux dès le premier jour, qu'ils soient rassurés, comme ça, ils vont pas passer 5 jours à se poser la question. Le prix d'accompagnement sur 6 mois. Et sinon, je peux aussi, évidemment, faire une série de séances individuelles. Je demande aux gens de s'engager au moins sur 5. Voilà, à raison de 90 euros la séance. Ça, c'est en dehors du voyage du héros. Voilà. Mais je reste ouverte pour négocier sur les prix. C'était l'interview de Claude Berthoumieux, psychologue, formatrice et consultante.